choisissez votre table, votre micro. Bienvenue à tous les trois. Merci d'être avec nous ce matin. Ça va marcher les micros, ne vous inquiétez pas. Alors avant de donner la parole à tous nos intervenants, on va commencer avec vous, Mathieu Durand. Vous avez demandé auprès d'une centaine de médecins en établissement privé l'été dernier comment est-ce qu'ils s'impliquaient sur leur territoire. Est-ce que vous pouvez nous donner les principaux résultats de ces sondages ? Oui, bien sûr. Alors, il s'agit effectivement d'un panel d'une centaine de médecins qui exercent en établissement privé, qui ont été interrogés et sondés. Juste quelques éléments sur cette population, parce que c'est intéressant. Il y a 68% d'hommes, 32% de femmes. Il y a surtout 73% qui ont moins de 49 ans, et puis 43% qui ont moins de 39 ans. Alors, ils exercent pour la plupart, 2/3, dans des établissements MCO, et puis sinon pour 10% en SMR, 7% en psychiatrie et puis 11% en ESPIC. Alors, la question qui leur était posée, l'une de ces questions-là, c'était de savoir s'ils avaient un exercice hors les murs, c'est-à-dire en dehors de la clinique. Alors, en fait, 1/3 ont un exercice en dehors de l'exercice à la clinique, ou qui les amène à la clinique, c'est-à-dire en dehors de leur première consultation principale, vers des consultations avancées, majoritairement, comme vous pouvez le voir, ou en intervention dans des EHPAD, ou dans des équipes d'HAD, ou en maison de santé pluridisciplinaire. Alors, ensuite, il leur était demandé finalement pourquoi est-ce qu'ils exercent en dehors de la clinique. Eh bien, pour à peu près la moitié, c'est une initiative personnelle, c'est-à-dire que c'est un choix individuel qui les a amenés finalement à organiser cette activité. Pour 35%, ça répond à un besoin territorial identifié qui leur a été communiqué, on va voir comment. Et puis pour un petit pourcentage, 12%, c'est un projet porté par leur propre établissement, dont ils ont été connaisseurs. Et puis pour certains, c'est une demande d'un partenaire local. Est-ce que cela représente finalement des difficultés pour eux dans cet exercice hors les murs? Eh bien, pour eux, dans 60% des cas, ils estiment qu'il manque de temps, de disponibilité pour pouvoir s'y impliquer. Dans 43%, il manque de valorisation financière, et puis dans 32%, de reconnaissance institutionnelle. Cet élément, il est important. On reviendra dessus juste après, je pense, dans les débats. Enfin, est-ce qu'ils mènent déjà, dans cette population qui a été interviewée, des vacations régulières en zone sous-dotée? Seulement 18%, c'est un sondage qui est France entière, parce que j'ai entendu des chiffres sur Paris, mais seulement 18% ici ont eu une activité dans des zones sous-dotées. 57%, plus de la moitié, seraient prêts à le faire si les conditions étaient réunies selon eux. Et est-ce que pour eux, la couverture des zones sous-dotées représente une responsabilité du privé? Et j'arrêterai là. Eh bien, 17% estiment que c'est une responsabilité partagée publique-privée, ce qui rejoint les missions publiques qu'évoquait Lamine Gharbi précédemment. Mais 62% pensent que le privé pourrait participer sous condition, selon eux, de moyens, de cadres à définir. Voilà pour les résultats de ce sondage. Alors on va en parler évidemment avec nos invités. Sébastien Guérard, je rappelle que vous êtes président du NPS. Quelle première réaction vous avez au vu de ce sondage, de ces résultats? Déjà se dire que manifestement la médecine se saisit de la problématique et qu'il y a une certaine forme de prise de conscience. En revanche, on peut déplorer une certaine forme de paradoxe, et ça fait le lien un petit peu avec ce qu'on a évoqué il y a quelques minutes avec Jérôme Guetsch et le PLFSS. C'est que ça fait plus de 20 ans qu'on nous parle de virage ambulatoire, d'approche domiciliaire du patient, et plus de 20 ans en médecine de ville qu'on n'a pas engagé le moindre centime d'euro sur les indemnités de déplacement à domicile des professionnels de santé libéraux. Ouais. Qui créent des situations complètement folles, et c'est le cas, je suis kinésithérapeute de métier, les kinésithérapeutes vont de moins en moins au domicile des patients. On est 3,5% de kinésithérapeutes en plus chaque année, on a multiplié par 2 les effectifs professionnels en 20 ans, et on a divisé par 2 le nombre d'actes réalisés à domicile, simplement parce que la tutelle ne se saisit pas de ce phénomène. Ça peut se transposer sans aucune difficulté à la médecine libérale. C'est un peu moins vrai chez les infirmiers libéraux, puisque les infirmiers libéraux sont organisés finalement pour travailler au domicile des patients, n'ont pas de frais de fonctionnement de cabinet, ce qui n'est pas le cas des homologues médecins et kinésithérapeutes. Donc voilà, cette espèce de paradoxe où aujourd'hui on se pose la question. Je pense que tout le monde a conscience que l'approche domiciliaire n'est plus une option aujourd'hui,
ne serait-ce que sur le plan médico-économique. Et pour autant, on ne met pas les moyens qu'il faut pour permettre aux professionnels de santé d'intervenir auprès des patients. Olivier Jourdain, votre avis sur ce sondage spontanément? Alors, moi, je trouve que c'est très intéressant et ça confirme quand même quelque chose, c'est qu'on ne part pas d'une feuille blanche. Il y a déjà pas mal de choses qui se passent. Moi, je suis un homme de terrain et je crois qu'il faut aussi s'appuyer sur les expériences déjà existantes. Il y en a qui marchent, il y en a aussi beaucoup qui ne marchent pas. Et je crois qu'il faut s'inspirer de ça pour construire. Alors, on pourrait prendre des tas d'exemples, hein, et je pourrais vous en fournir. J'ai la vision de la plupart des cliniques de France, et j'aimerais en connaître beaucoup plus. Mais oui, il y a des choses qui ne marchent pas, très clairement, et les éléments ressortent dans ce que vous venez d'exposer. Il y a la complexité des transports, il y a la complexité de la reconnaissance, pas uniquement financière, hein, c'est une certitude. Il y a aussi une problématique, c'est qu'aujourd'hui, aller vers, c'est bien, mais quand on parle de consultation, ce qui représente l'essentiel du volume des actes hors les murs, une consultation, ça ne nécessite pas seulement un bureau et deux fauteuils, ça nécessite aussi une certaine quantité de matériel qui parfois peut être coûteux, qui peut être en plus utilisé dans des temporalités assez courtes, ce qui veut dire que l'amortissement de tout ça est complexe, hein, et souvent les échecs qu'on peut observer sont liés à l'ensemble de ces éléments-là qui font que finalement le modèle n'est pas tenable. Hein. Et puis de temps en temps il y a des succès qui sont formidables, hein. On avait, en préparant cette réunion, parlé d'un succès en Haute-Loire qui est un succès retentissant sur l'urologie, que peut-être vous avez connu, avec une équipe qui a mis en place un réseau de cabinets secondaires, avec un financement soutenu par les collectivités locales, avec dans l'établissement et par le propriétaire de l'établissement un soutien très fort sur le matériel, avec des partenariats avec les CHU voisins, y compris sur les prélèvements de greffe. Donc là, on est vraiment sur une success story absolument incroyable. Donc c'est possible. C'est possible, mais effectivement, ça nécessite un nombre de conditions qui sont quand même assez complexes. À nous, tous, ensemble, pas que les médecins, hein, parce que je crois qu'on a bien compris qu'un médecin tout seul ne peut pas mettre en place ce type de dispositif. À nous, tous ensemble, d'être capables de construire des activités hors les murs en s'inspirant des modèles qui marchent. Est-ce qu'on peut déjà juste repréciser ce qu'on entend par activité hors les murs, Sébastien Guérard? Je pense que historiquement c'était le soin à domicile. Aujourd'hui, c'est vrai que ça a pris une autre dimension. Je pense que l'hospitalisation à domicile notamment a catalysé ce phénomène avec, je dirais, le développement d'équipes mobiles à travers les SIAD notamment, à travers des prestataires de soins à domicile qui aujourd'hui sont de plus en plus présents et ont une utilité absolument indispensable. Côté établissement de santé aussi, ça a été l'ouverture vers des accueils de jour, donc l'usager qui se rend à l'établissement mais qui finalement n'y est pas interné au sens hébergement du terme. Et puis aujourd'hui la télésanté en fait qui va avoir un rôle prégnant dans ce fameux décloisonnement entre la ville et l'hôpital évidemment, mais décloisonnement aussi en termes de rapprochement. Il y a le aller vers, on a vu à travers cette enquête que les médecins et les établissements s'en sont déjà saisis. Maintenant, comment on est en capacité de casser la barrière géographique de l'éloignement et de la distance, notamment en matière de médecine spécialisée, ce qui sera quelque chose d'absolument essentiel. Ouais. Mathieu Durand, alors je peux vous poser la question aussi, Olivier, vous travaillez aussi, vous pratiquez hors les murs? Oui, alors pour rebondir et vous répondre tout de suite, c'est en effet tout exercice dans ce sondage qui n'était pas celui qui les amenait à exercer dans la clinique. Oui. Donc tout ce qui a été cité et tout autre centre de soins pluridisciplinaire ou autre qui aurait pu être constitué. Oui, pour ma part, moi je suis chef de service au CHU de Nice en urologie et j'ai développé avec le service local du GHT des activités qui sont déportées dans la vallée de la Roya et d'autres vallées qui sont assez lointaines avec des consultations pluridisciplinaires dans lesquelles toute une difficulté a été le système d'information, les moyens, le secrétariat, la cotation et un certain nombre
nombre de ces points qui ont été évoqués juste précédemment, car bien entendu, il ne s'agit pas juste d'y aller seul, ça ne fonctionnerait absolument pas. Et si je peux juste rajouter un mot, au travers de ce sondage, en fait, quand on leur a demandé pourquoi est-ce qu'ils exercent en dehors de la clinique, je dirais que finalement, si on prend un petit peu de hauteur, il y a 3 raisons pour lesquelles un médecin peut peut-être exercer en dehors de son établissement de référence, je dirais. Il y a des raisons qui sont dues à l'envie, à la nécessité ou à son histoire. L'envie, c'est qu'il a envie d'avoir pour son attractivité un autre exercice qui peut être un exercice avec pluriel, avec d'autres partenaires ailleurs pour avoir une sorte de dynamisme professionnel. Par nécessité, parce que pour un certain nombre, les cabinets secondaires, c'est la récupération d'activité pour in fine augmenter sa patientèle et sa filière opératoire. Et par histoire, c'est peut-être parce que dans son histoire, il est né dans un territoire, il a un lien avec ce territoire, il a envie de revenir dans sa ville natale, mais pas complètement. Et donc du coup il est ouvert à cette porte. Mais de ces 3 éléments-là, on peut du coup avoir de belles rencontres, comme celle qui a été évoquée par Olivier, et puis du coup avoir un excellent développement sur le territoire, mais il n'y a à aucun moment un enjeu de responsabilité. C'est-à-dire, et c'est aussi ce qui ressort un petit peu dans le sondage, jamais ils ne sont fondés de responsabilité de rendre service selon des indicateurs qui seraient prédéterminés à la population. Rien n'est obligatoire. Rien n'est véritablement régulé. S'ils le font, c'est bien. S'ils ne le font pas, tant pis. Or, pour autant, aujourd'hui, on a bien vu, c'est bien la tendance politique, avec les 2 jours d'activité pour la médecine générale en zone sous-dotée, qui d'ailleurs repose sur l'individu plutôt que de reposer sur le groupe, ce qui est difficile puisqu'on a vu qu'un individu ne peut pas répondre aux besoins. Eh bien, l'enjeu, c'est que demain, je pense, la régulation, le système va demander à ce qu'on s'occupe sur le territoire des besoins populationnels pour atteindre des objectifs, pas juste par envie, nécessité ou histoire, pas juste parce qu'on a envie, parce que dans son passé c'était bien d'aller travailler là, etc. Et ça, si à mon sens les établissements privés ne s'en accaparent pas, c'est peut-être le régulateur qui va obliger. Et moi, même moi, si je travaille dans le public et si je suis PUPH, je préférerais que les institutions et les établissements, notamment privés, se saisissent du territoire dans lequel ils ont un rôle pleinement important pour aller construire et répondre à des référentiels ou à des obligations populationnelles sur le territoire et faire que, au-delà de juste l'envie, la nécessité et l'histoire, on donne un rôle et une responsabilité au CPTS d'aller répondre à des besoins de santé territoriaux, comme on peut le voir au Canada, par exemple. Vous avez constaté, si vous aviez fait il y a 20 ans, par exemple, le même sondage, vous pensez que ça aurait été très différent, les résultats ? Je pense que ça aurait été très différent parce que la crise de la zone sous-dotée n'était pas aussi prégnante dans la société, pas aussi connue comme un sujet social, et que du coup, elle aurait moins impacté aussi les professionnels de santé, parce que les plus jeunes notamment, et c'est pour ça que c'est intéressant de voir qu'il y a 73% de moins de 49 ans, ceux qui ont répondu, ce sont ceux qui vont quand même encore exercer pendant 20 ans. Ouais. Donc, ils se soucient, ou ils ont à cœur, ou ils savent que c'est un sujet de devoir ou d'aller à l'extérieur potentiellement. Ils ne vont pas juste le faire comme une action humanitaire, comme on aurait pu le voir à mon avis dans l'histoire. Voilà. Donc je pense qu'on n'aurait pas eu tout à fait les mêmes réponses. Olivier Jourdain, vous avez... Oui, alors moi je partage ce que vient de dire Mathieu Durand, notamment sur un point, c'est que les médecins, et qu'ils soient privés, qu'ils soient publics, qu'ils soient peu importe, c'est des médecins. Et les médecins, ils ont une vocation de santé publique et on l'assume de manière différente parce que nos contraintes et nos systèmes de fonctionnement sont différents, mais on l'assume. Et moi, je revendique, et Lamine vient de le dire dans son débat avec Jérôme Guedj, le rôle de santé publique que la santé privée joue en France, c'est une évidence. Et on est prêt à l'assumer. Alors après, évidemment, il y a des contraintes. Aujourd'hui, oui, moi, dans l'établissement dans lequel je travaille, on a monté des consultations avancées. Alors moi, je suis à Bordeaux. On a monté des consultations avancées à l'Espar. L'Espar, c'est en plein milieu du Médoc. C'est plus d'1 heure de route de l'établissement dans lequel je travaille. On a monté des consultations avancées à Lacanau. Alors ça fait rêver Lacanau parce que c'est le surf au mois d'août, mais je peux vous garantir qu'à l'heure actuelle, à Lacanau, c'est un désert, hein, et c'est un désert médical. Hein, donc on a monté j'en passe, il y a eu d'autres exemples. Ça marche mal, ça marche très mal parce que, alors moi mon expérience c'est l'Espar, on est en plein milieu du Médoc, hein. Le Médoc c'est une population très très pauvre, hein. Il y a vraiment sur le plan social de grosses difficultés. Et dans un cabinet,
Quand on se retrouve, ça a été mon cas, avec finalement une table d'examen, et puis un bureau, et effectivement un système d'information déficient, l'impossibilité d'avoir rapidement des examens complémentaires simples. Hein. Je ne parle pas d'IRM ou de ça, mais pas possible d'avoir une écho, pas possible d'avoir un bilan biologique dans des délais vraiment rapides. Enfin, c'est compliqué. Ce qui fait qu'en pratique, qu'est-ce qu'on a constaté? On a constaté que les patients, bien, on vient les voir, mais en fait, c'est souvent une consultation supplémentaire parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas faire sur place et on est obligé de les reconvoquer. Alors en l'organisant. Et ça peut. Et je pense qu'il y a aussi cet enjeu qui existe et qu'il faut améliorer l'ergonomie des prises en charge dans les centres pour justement faciliter l'accès des patients qui sont dans des domiciles éloignés. Ce que je veux dire par là, c'est que si vous voulez, c'est plus acceptable aujourd'hui d'habiter à 1 heure d'une clinique ou d'un hôpital et de venir une fois pour la consultation avec le chirurgien, une autre fois pour l'anesthésiste, une autre fois pour l'IRM, une autre fois pour le... Ça, c'est plus acceptable. Par contre, on n'aura pas tout ça partout. Je veux dire, je crois qu'il faut être clair, c'est impossible, et on ne va pas relancer le débat sur les problèmes de financement, mais on ne pourra pas mettre des anesthésistes, des chirurgiens et des IRM partout, ça c'est pas possible. Alors c'est quoi la solution? Vous nous avez donné tout à l'heure un exemple qui fonctionne très bien. Ça c'est l'organisation des parcours, c'est-à-dire que, et ça se fait de plus en plus. Hein. Nous, on en fait énormément. Alors moi, je suis gynécologue, je suis obstétricien. Les parcours femmes enceintes, on en fait depuis 25 ans. Hein. C'est-à-dire que les patientes, elles viennent, elles ont à la fois l'échographie, le rendez-vous avec l'anesthésiste, la diététicienne, la psychologue s'il y a besoin, l'obstétricien, etc. Tout le même jour, le même... La préparation de la naissance avec la sage-femme, etc. Donc ça, c'est possible, ça se fait, et ça doit se faire encore beaucoup plus, parce que je pense qu'il y a une marge de progression là-dessus qui est énorme. Hein. Et je pense qu'il faut commencer par ça. Et ensuite, après, c'est territoire par territoire. Et je crois qu'il n'y a pas de modèle. Moi, je pense que même si je viens d'évoquer l'idée de s'inspirer des succès, ce qui me paraît évident, le modèle dont je viens de vous parler, il n'est pas transposable à l'ESPAR ou dans d'autres territoires. Je crois qu'il faut adapter à chaque spécialité, à chaque territoire, les modalités de fonctionnement. Parce que c'est vraiment du maillage vraiment territorial très fin. Hein. Et donc, il faut vraiment réfléchir à ça. Il faut réfléchir ensemble avec les établissements, avec les pouvoirs publics aussi, et avec les collectivités locales, parce que les collectivités locales sont très impliquées dans l'offre de soins sur leur territoire, et ils le connaissent, leur territoire. Et donc ça, je crois que c'est important de travailler avec eux. C'est quoi le volume nécessaire d'activité pour pouvoir ouvrir un cabinet comme ça, Sébastien Guérard, par exemple? Parce que c'est la question principale au départ. Oui, alors c'est une bonne question. La réponse n'est pas forcément évidente. Ça dépend en fait du choix stratégique du professionnel de santé lorsqu'il va s'implanter en fait. Quelle est sa vision? Est-ce qu'il va s'installer tout seul? C'est de moins en moins fréquent parce que les professionnels ont compris qu'il fallait mutualiser. C'est quelle spécificité d'exercice je vais développer, quelle typologie d'activité, etc. Donc c'est beaucoup de critères à prendre en considération. Et là aussi, en fonction du modèle économique, chaque profession a ses propres difficultés. Chez les chirurgiens dentistes, c'est des gros plateaux techniques. Chez les kinésithérapeutes, ce sont des gros plateaux techniques, mais par contre, pas la latitude que peuvent avoir les chirurgiens dentistes en matière de soins non conventionnés. Chez les médecins, c'est encore autre chose. Chez les généralistes, des petits plateaux techniques. En revanche, une nécessité d'absorber une grosse volumétrie de patientèle. Donc, la réponse du modèle économique, elle est complexe. Elle va l'être de plus en plus au regard, encore une fois, de l'évolution de nos revenus, qui sont quand même globalement plutôt flat, toute profession de santé libérale confondue depuis 10 ans. Je doute que ce soit les sujets PLFSS comme ceux de ce matin qu'on a pu voir qui nous ouvrent des perspectives pour les 3 à 4 ans à venir. Et en même temps, des difficultés, il faut le reconnaître, et elles sont notables, d'attractivité de nos métiers. Je pense que vous le connaissez tous dans les établissements, mais c'est aussi de plus en plus vrai en libéral, avec des nouvelles générations qui sont de plus en plus enclins à modérer leur vie professionnelle et leur vie personnelle. Donc il va falloir de plus en plus de professionnels pour soigner, j'allais dire, le même volume de patients, mais non, pas le même volume de patients, puisque les projections à 2060 elles augmentent. Sont complètement effrayantes, avec un vieillissement terrible de la population, des plus de 60 ans qui vont passer, on est 15 millions de plus de 60 ans aujourd'hui, on sera 24 millions en 2060, 1,3 million aujourd'hui de Français qui ont plus de 85 ans, on sera 5 millions en 2060. Donc se pose la question effectivement de comment on s'organise collectivement, comment on fait tomber ces cloisons entre la ville et l'hôpital, et c'est vraiment fondamental. Je pense qu'on n'y arrivera pas si on n'apprend pas à travailler ensemble, et si on apprend à travailler ensemble maintenant, parce que 2060 c'est demain.
Et pour fluidifier tous ces parcours, pour avoir cette coordination justement dans le partage de l'information entre la HAD, l'hôpital par exemple, est-ce que les outils numériques aujourd'hui vont pouvoir changer la donne, à votre avis? Ça doit être la solution. Après, on a eu un magnifique Ségur de la santé où on a investi des milliards dans la construction des outils numériques. Moi, je ne sais pas si ça a changé votre vie dans les établissements de santé. En tout cas, nous, en libéral, pas du tout. C'est-à-dire que ça ne va pas assez vite, les résultats ne sont pas au rendez-vous au regard de l'argent qui a été investi, et on n'est pas encore en capacité, malheureusement, d'avoir des outils au sein d'une même profession qui se parlent entre eux. Si vous sortez des couloirs de la profession et que vous essayez de commencer à essayer de dialoguer avec les médecins, les pharmaciens, c'est chaud. Et alors si maintenant vous essayez de discuter et dialoguer avec les établissements de santé, on s'en sort plus du tout. Et c'est complètement absurde. Je veux dire, ça fait... je crois que le premier à avoir mis le DMP sur la table, ça devait être M. Douste-Blazy, il y a plus de 25 ans. Les différents plans successifs et lois de santé qui se sont succédés autour de la construction de cet outil, qui est fondamental, ne sont pas encore au rendez-vous. J'entends la volonté dans ce PLFSS de sanctionner les professionnels de santé ou les établissements qui ne s'emparent pas et qui ne se saisissent pas du DMP. Mais faudrait-il encore qu'on nous donne les moyens et les outils numériques pour y accéder à ce DMP? Et la problématique, c'est pas la volonté des professionnels, qu'ils soient en établissement ou en ville. C'est simplement d'avoir l'outil numérique ergonomique qui nous permette de l'alimenter, d'en extraire ce que l'on souhaite simplement. Alors, je vais Olivier, et puis après Mathieu, vous réagirez. J'ai vu qu'Olivier voulait réagir aussi. Juste un mot, parce que oui, bien sûr qu'on espère tous que le numérique va nous aider. Et il n'y a aucune ambiguïté sur la volonté de ça. Sur le plan pratique, les choses sont plus complexes. Et les choses sont plus complexes pour une raison toute simple. C'est que les providers, les fournisseurs de services numériques, les dossiers patients informatisés, enfin tout, sont finalement pilotés par le payeur, qui peut être l'établissement, qui peut être une administration, et par le juridique. Et quand on s'intéresse un petit peu à savoir quelle est la place de l'utilisateur dans le développement de ces produits, ben on s'aperçoit que il n'est pas. Il n'y est pas. Moi, je travaille dans un grand groupe de cliniques, Elsan pour ne pas le nommer, et je bataille, mais au quotidien, pour intégrer des infirmières, pour intégrer des médecins, pour intégrer des soignants dans le développement de ces... Ceux qui vont l'utiliser, c'est voilà, le minimum. alors, après, c'est parfait. Moi, j'ai fait une prescription, je prescris 3 médicaments. Je suis un chirurgien, donc j'ai pas des... je reste très simple et je revendique ce fait-là. Je suis un artisan. Je prescris 3 médicaments, j'ai 35 alertes ou 40 alertes sur les compatibilités diverses et variées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que 40 alertes, je n'en lis aucune. Donc très clairement, l'outil est dévoyé parce que... Alors il répond effectivement parfaitement à toutes les conditions réglementaires exigées. Mais dans la réalité, il n'est pas utilisable, ou en tout cas pas en tant que tel. Et donc ça, je pense qu'il faut vraiment... Alors c'est à nous aussi, à nous médecins, et je balaye devant ma porte, parce qu'il faut que les médecins s'impliquent aussi dans le développement de ces outils, qui passent du temps. Mais si on n'arrive pas à ça... Le DMP, c'est ça. DMP, moi, j'ai assisté, j'ai participé à une des toutes premières conférences sur le DMP. À l'époque où je me suis installé en privé, on était en 2000. Ça fait 25 ans. Et le DMP, vous voyez où il en est aujourd'hui. Donc ça a pris un temps. Alors justement, j'ai quelqu'un qui me demande quels sont les freins de l'accès au DMP de la part des établissements ou des médecins. Alors voilà, les freins, c'est que c'est pas forcément très simple avec le logiciel dont on dispose à l'intérieur de son établissement. Alors en particulier dans le public où on a encore, je pense, moins de choix et de latitude, parce que ça va être des choix de grands groupes. Et donc les grands constructeurs de logiciels proposent la solution, mais peut-être par exemple il n'y a pas le module complémentaire pour pouvoir avoir accès au DMP. Peut-être parce que par exemple il y a un flux tel qu'il n'y a pas le secrétariat suffisant et nécessaire pour pouvoir cliquer sur le bon bouton au bon moment, parce qu'il y a aussi un turnover extrêmement important et que la secrétaire qui le savait, elle le sait plus après, etc. etc. Donc c'est une des raisons pour lesquelles il y a des freins. Il n'y a pas des freins par non-volonté, je pense pas. Et après, quand même, je voudrais juste donner une note un peu plus positive. Moi, j'ai eu l'opportunité d'exercer aux États-Unis, New Presbyterian à New York, jusqu'en 2015. Je peux dire quand même, c'est un pays qui est autrement plus digitalisé que le nôtre, avec des avantages, des inconvénients. Les difficultés qu'ils avaient sont les mêmes que les nôtres. Et on était à New York. Donc je veux juste dire qu'on n'est pas moins bien lotis, pas véritablement mieux non plus, mais on n'est pas
pas si mal, c'est difficile. Dans les années 2000, il y avait très peu de digitalisation tout court, c'est-à-dire d'ordinateurs tout court dans les cabinets. Donc quand même, en 25 ans, un quart de siècle, il y a eu une accélération énorme avec notamment de la transmission de documentation numérique qui est quand même lue partout. Tout le monde connaît, pour ne pas le citer, l'IFUN par exemple, qui va envoyer automatiquement nos correspondances à droite et à gauche. Alors oui, on est agressé de toutes parts par les flux d'informations digitales. Et ça, c'est un autre sujet. C'est comment notre métier, dans l'habitude qu'il avait de s'organiser dans son travail, il est capable maintenant de prendre toutes ces informations qui viennent tout azimut de partout. Et est-ce que d'ailleurs, il est responsable si ça arrive à minuit, à 2h, à 3h du matin, s'il ne l'a pas regardé, s'il ne l'a pas ouvert? C'est une autre question. Ouais. Et ça nécessite probablement de réorganiser le métier. Voilà. Mais bon. Ouais. Alors, quels acteurs pourraient réussir à uniformiser les outils de communication entre les professionnels de santé et de quelle manière? Alors, je n'ai pas la réponse de l'acteur, donc je vais peut-être laisser la parole à celui qui veut répondre. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a déjà quand même une culture. Nous sommes un média qui connaît bien les jeunes générations. Les jeunes générations, elles sont très acculturées au digital, elles partagent extrêmement facilement les données, elles utilisent tous le PACS. Partage d'imagerie, PACS qui n'existait pas du tout avant, c'est un indispensable. Je dirais aussi que l'internat lui-même, le concours aujourd'hui qui a changé de nom, peu importe, se fait sur tablette digitale. Mais ça change tout. Parce que tous ceux qui arrivent, ils ont tous eu leur formation sur tablette digitale. Ils n'imaginent pas du tout retourner au papier, mais ce n'est pas possible pour eux. Alors que jusqu'à il y a peu, c'est quelques années, tout était en papier encore. Ouais. Donc moi, en tout cas, je sais que la culture c'est ça, de votre change. Optimisme, les choses sont en train... Oui, je le suis un peu. J'ai une autre question. L'objectif des GHT était de décloisonner et participer collectivement à cette offre de soins. Or, aujourd'hui, c'est devenu une énième contrainte au sein des établissements. Quel recul pouvons-nous prendre aujourd'hui face à ces GHT et comment rétablir et enfin accéder à cette offre de soins mutualisée et collective? Qui veut répondre? Moi, je veux bien. Je commence, pardon. Moi, je suis responsable du GHT d'urologie sur le territoire des Alpes-Maritimes. Donc, je connais très bien cette question-là. Il y a Cannes, Grasse, Antibes, Menton et puis toute la vallée de l'arrière-pays. Il est effectivement difficile, il y a des barrières d'exercice institutionnel entre les institutions privées et publiques. Alors même que, si je vais un peu plus loin dans la vallée, ces mêmes centres de soins sont mutualisés dans l'activité avec des libéraux et des hospitaliers publics qui n'en ont que faire, que ce soit ou libéral ou hospitalier. La seule chose dont ils n'ont pas à faire, c'est que l'un soit payé plus pour faire la même chose que l'autre. Ça, c'est sûr. Et ça, c'est un vrai sujet de régulation. Et donc, en fait, le sujet, c'est qu'il y a des confrontations qui se sont faites pour des affaires évidemment budgétaires, de répartition des territoires entre le GHT et le privé. Mais celui qui est le plus étendu sur les territoires quand même, c'est bien sûr l'offre privée et la médecine libérale. C'est la raison pour laquelle je suis convaincu que, parce que par nature ils sont déjà sur site, c'est à eux de se saisir de cette situation et d'inviter les partenaires du public à venir les accompagner et non l'inverse. Et pourtant, je suis dans le public. Ouais. Mais je suis bien convaincu de cette force qui réside dans la FHP notamment. Olivier, vous vouliez ajouter quelque chose? Juste un petit mot sur les GHT qui sont quand même une définition essentiellement publique, hein, on le sait tous. Je pense qu'on a vocation à travailler ensemble. Moi, je suis aussi le président de l'AXOS, hein, la Commission spécialisée d'offre de soins, donc j'ai une vision territoriale sur toute la région de Nouvelle-Aquitaine sur l'offre de soins. On a vocation à travailler ensemble. Je ne suis pas sûr qu'on dispose de tous les outils, notamment juridiques, pour le faire. Je vous prends un exemple. On parle des regroupements physiques ou juridiques, des GCS, de coopération publique-privée, etc. Bon, aujourd'hui, très clairement, moi j'ai demandé à l'ARS Nouvelle-Aquitaine de faire un bilan de ça. Très clairement, il y en a très peu qui marchent. Mais les contraintes juridiques sont énormes. Par exemple, et tu viens de l'évoquer, une coopération qui se crée entre un établissement privé et un établissement public, un médecin libéral qui veut aller et qui opère sur un plateau public pour des raisons X ou Y, parce que des questions de matériel, des questions bref, c'est relativement simple. Il y a les possibilités de faire des vacations, enfin, il y a tout un tas d'outils qui permettent de le faire. Lorsqu'on veut inviter un praticien hospitalier, ça m'est arrivé, à travailler sur un établissement privé, mais là, c'est quasi impossible. Là, c'est pas de l'argent, c'est juste du réglementaire. Le réglementaire, aujourd'hui, ne permet pas ça. Ouais. Et je ne vois rien bouger. Alors, chez Homegage est parti, j'imagine, mais je ne vois rien bouger de ce côté-là.
Sébastien Guérard, il y a eu un partenariat qui a été signé entre la FNE-HAD et l'UNPS en 2021. Est-ce que ça fait un peu bouger les choses? Ça les fait bouger timidement, pas encore assez fort, parce que j'entends ce qui venait de dire. En fait, la question, elle est centrale. C'est il faut qu'on apprenne à travailler ensemble, il faut qu'on décloisonne, il faut qu'on construise des parcours, il faut qu'on se partage des activités. La question, c'est de savoir comment on la rémunère et comment on contractualise les uns avec les autres. Alors pour l'instant, quelques organisations territoriales se mettent en place et discutent. La difficulté, c'est comment on prend de la hauteur là-dessus et comment nos organisations sont en capacité de participer les unes avec les autres. Ouais. Moi, c'est la raison pour laquelle je pense qu'on ne s'en sortira pas tant qu'on ne mettra pas ensemble autour de la table les acteurs nationaux, les décideurs, et qu'on s'entend sur le qui fait quoi, comment, et qu'on évite de répéter les erreurs du passé, et notamment l'émergence de la HAD il y a quelques années de ça, lorsqu'elle est arrivée sur le marché et qu'elle a investi le soin à domicile, où il y a une réaction extrêmement virulente de la part des professionnels de santé libéraux qui ont eu l'impression qu'on venait marcher sur leur plate-bande, clairement. Hein, c'est l'hôpital qui sort de ses murs et qui viennent prendre des parts de marché, hein, clairement, des patients à domicile. Nouvel acteur avec lequel on doit contractualiser pour chacun des patients, où les modalités de facturation, rémunération ne sont plus les mêmes, c'est-à-dire qu'on sort du circuit qu'on connaît bien nous, c'est une carte professionnelle de santé, une carte vitale, un acte, une facture, un encaissement. Là, on n'est plus du tout dans ce paradigme. Il faut en plus qu'on rende des comptes à la HAD, donc il faut comprendre ce qui... Et encore une fois, je fais pas, je dis pas que je suis d'accord avec la réaction des libéraux à l'époque, mais en tout cas, c'est ce qui s'est passé concrètement sur le terrain. Là, je pense qu'on a réussi à franchir quelque chose avec la FNEAD où on a réussi à s'entendre sur la façon dont on allait tenter de réenchanter le travail entre les libéraux et les acteurs du soin à domicile que sont la HAD, en retravaillant effectivement la grille de rémunération, puisque plus d'exigences pour les libéraux, donc un peu plus de rémunération que ce que prévoit habituellement l'assurance maladie. Et puis surtout, comment, encore une fois, on s'entend sur les parcours, sur les patients, qu'est-ce qui relève de l'HAD, qu'est-ce qui n'en relève pas, etc. etc. Donc c'est encore un petit peu trop jeune pour en tirer des conclusions. En tout cas, partout où les directions des HAD se sont saisies de cette convention, partout où les libéraux ont réussi à entrer en contact avec ces directions et à impulser quelque chose, on voit que ça marche et on voit que les libéraux retournent aux soins à domicile, s'engagent plus dans la HAD, et je pense que c'est les prémices de ce qui peut être une belle victoire à l'arrivée. On nous reste quelques secondes, un dernier mot pour conclure. Est-ce que vous avez envie d'ajouter quelque chose, Olivier ? Non, je crois qu'effectivement, il y a beaucoup de choses à faire. Je pense que l'aller vers, il y a encore beaucoup de travail. Ouais. Je reste convaincu que les médecins sont capables de s'entendre et de travailler ensemble. À nous de convaincre l'ensemble des interlocuteurs de nous faciliter les choses, économiquement, mais aussi, et je viens de le dire, juridiquement et réglementairement, car il y a d'énormes obstacles de ce côté-là. Oui, d'ailleurs, j'ai aussi une réaction. Il faudrait que les ARS ne freinent pas des 4 fers, alors que les acteurs sont motivés pour faire des coopérations publiques-privées. Mathieu ? Je ressoulignerai un élément essentiel. Les médecins libéraux, ils ont un objectif, et les établissements privés, ils ont un objectif qui sont parfois un peu dissonants. L'établissement privé, il va vouloir réaliser des activités par les séjours. Le médecin libéral, il va réaliser son exercice et vouloir vivre tout le temps à peu près du même niveau d'activité. Si demain, le régulateur lui oblige d'aller réaliser 2 jours, 3 jours, 1 semaine, tous les mois en territoire, c'est d'autant moins qu'il fera dans l'établissement privé. Bien sûr. Alors moi, mon conseil, c'est que si l'établissement privé, qui a déjà des difficultés qui ont été révélées par Lamine tout à l'heure, veut continuer à avoir autant de séjours, il a intérêt d'être l'acteur qui organise le maillage territorial pour pouvoir bénéficier des séjours ou des activités ambulatoires aussi dans le territoire et pas que dans son établissement. Merci beaucoup. Merci à tous les 3.